Mon souci, ce n'est pas d'assurer la liberté des voix patriotiques. Mon souci, c'est d'assurer la liberté de toutes les voix, quelles qu'elles soient. Et de ce point de vue, je ne cherche pas, autrement dit, à remplacer les dogmes présents par mes propres dogmes. Bonjour Monsieur Boccoté. Bonjour. Est-ce que vous pourriez d'abord m'expliquer votre présence ici, aujourd'hui? Alors, on m'a généreusement invité pour que je vienne parler de mon dernier livre, Les deux Occidents, où je cherche à comprendre le choc, la tension politique issue de la décomposition, de la crise du cycle politique, du régime mis en place dans les suites de 1989. Donc, lorsqu'on m'invite pour parler de mon livre, je l'accepte avec toujours plaisir et intérêt. Alors, selon vous, l'Europe a-t-elle besoin d'un mouvement conservateur d'ampleur? Et par quels moyens un tel sursaut pourrait-il concrètement se faire? Alors, ce mouvement existe déjà. Il existe aujourd'hui une mouvance. Alors, les termes sont un peu interchangeables, conservateurs, populistes, identitaires, mais ces termes témoignent plus largement, si on parle au-delà des idéologies, d'une forme de révolte démocratique, une révolte populaire, une révolte des identités, à travers l'Europe, contre justement un régime qui confisque la parole publique, donc une forme de soviétisation de la parole publique aujourd'hui au nom de la lutte contre la haine et les discours de la désinformation, contre un régime qui consent, quand il ne la provoque pas, à la noyade migratoire, à la submersion migratoire, et un régime qui, par ailleurs, pratique une ingénierie sociale permanente sous le signe du multiculturalisme, de la théorie du genre, de la déconstruction des normes anthropologiques, identitaires et culturelles de base. Donc, devant ça, il y a un mouvement conservateur qui s'est constitué depuis une trentaine d'années. Il est multiforme, il y a plusieurs partis, il est divisé, il y a des contradictions, profondes même, mais il existe. Donc, la question n'est pas de savoir s'il existe. La question est de savoir si nous sommes dans un moment où, parce qu'il pourrait accéder au pouvoir dans les principaux pays d'Europe occidentale, notamment en France, mais pas seulement, on a vu, ça a percé en Italie, eh bien, le régime issu de 89, le régime diversitaire, mondialiste, cherche à le mater à tout prix. Donc le mater à tout prix, c'est-à-dire, je l'ai dit, avec la censure, la répression, des persécutions fiscales, des persécutions bancaires, la restriction de la liberté d'expression. Donc nous sommes à ce moment de l'histoire. Alors, on va parler de la rupture juste après, mais avant, le Trumpisme a représenté une rupture politique majeure aux États-Unis. Dans quelle mesure ce phénomène vous paraît-il éclairant pour les conservateurs européens? Et quels enseignements pourrait-on ou ne devrait-on pas en tirer, justement, pour redonner confiance aux nations européennes? Alors, d'abord, il faut garder à l'esprit que le Trumpisme n'est pas un phénomène qui sort de nulle part. C'est-à-dire, la personnalité de Trump est tellement dominante, écrasante, brutale, qu'on en vient à oublier que le mouvement qui l'a porté au pouvoir et qui l'a porté au pouvoir est bien antérieur, remonte au début des années 90, si on veut, avec une figure, par exemple, qui était Pat Buchanan, qu'on connaît moins aujourd'hui, mais qui joue un rôle majeur dans la transformation doctrinale et intellectuelle et médiatique du conservatisme américain. En 92, en imposant, dans le cadre de la primaire républicaine, la question de la guerre culturelle. En 96, en imposant, dans la primaire républicaine toujours, la question de la submersion migratoire, du multiculturalisme, du néoconservatisme avec, vous savez, les guerres pour imposer la démocratie partout. Donc, le libre-échange mondialisé. Donc, il y a un mouvement qui est antérieur à Trump et qui survivra à Trump. Je pense que c'est important de le dire. Donc, Trump, c'est une figure qui appartient à l'oligarchie, qui rompt avec elle et qui s'allie avec un mouvement populaire dans le cadre de la contestation d'un régime en décomposition, d'un État profond, pour reprendre une formule qui était complotiste hier et qui aujourd'hui est normalisée. Donc, quoi qu'il en soit, donc, il faut avoir à l'esprit que le Trumpisme est bien antérieur en quelque sorte à Trump. Trump lui donne un visage particulier. En quoi ça peut intéresser les Européens? Parce que tout le monde, j'exagère, mais il y avait aux États-Unis un sentiment dominant, c'était qu'ils ne pouvaient pas gagner, que la démographie faisait en sorte, que l'évolution de la société faisait en sorte qu'il représentait quelque chose d'important, mais qu'il était condamné à l'échec parce que la démographie ne permettait plus sa victoire. Donc ça, manifestement, une victoire pour les gens qui se réclament de cette tendance est encore possible. Quoi qu'on en pense, encore une fois, il ne s'agit pas, moi je ne suis pas là pour dire aux gens quoi penser, mais je note que le système croit être capable de remater une révolte et elle perce. Deuxième élément qui est peut-être plus important, c'est qu'il ne s'agit pas dans la vie de simplement gagner une élection. Il s'agit, une fois que l'élection est gagnée, de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire évidemment confisquer le pouvoir sur le mode arbitraire, bien sûr que non. Ça veut dire simplement avoir une théorie du régime, une conception de l'exercice du pouvoir qui, dans le cadre des mouvements occidentaux, puis là je quitte les États-Unis pour parler de l'Europe occidentale, l'Europe plus largement,
renoue avec le concept oublié des 35 dernières années, c'est la souveraineté populaire. Renoue avec le concept oublié, c'est la souveraineté nationale. Renoue avec les concepts oubliés, en fait, qui est l'identité nationale aussi. Donc, ça implique de se préparer, non seulement à avoir une stratégie électorale gagnante pour ceux qui sont engagés là-dedans, mais qui soient capables aussi de penser quelque chose comme la redéfinition du régime dans une perspective qui, à mon avis, est simplement le retour à la démocratie libérale. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que le régime qui est le nôtre, depuis 35 ans, a été changé considérablement. On a assisté à une forme de coup de force maquillé derrière une apparente continuité institutionnelle depuis 35 ans. On y a assisté. Donc, avec le gouvernement des juges, la toute-puissance des autorités indépendantes, la puissance de la technostructure. Donc là, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de restaurer les principes de ce qu'était la démocratie et qui n'aurait jamais dû cesser de l'être. Alors pour continuer sur l'Union européenne, le succès récent des dirigeants comme Giorgia Meloni, Viktor Orban ou encore Alexander Novotny semble indiquer, comme vous l'avez dit, un regain d'influence des forces conservatrices. Y voyez-vous les signes d'un véritable renouveau des nations européennes et jusqu'où ce mouvement peut-il aller en Europe ? Alors, tout dépend. C'est-à-dire, moi, vous donnez l'exemple de Meloni, qui est peut-être le plus stimulant intellectuellement, parce que l'Italie est soit la plus grande des petites nations européennes, des moyennes nations, ou la plus petite des grandes nations européennes. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu, du point de vue d'analyse, la capacité à opérer ce qu'on appelle quelquefois la fameuse union des droites. Qu'est-ce qui est intéressant à travers cela? C'est qu'il y a une diversité d'imaginaires en politique. Vous savez, en politique, tous ceux qui espèrent se mettre d'accord sur l'imaginaire sont condamnés à perdre. Parce qu'en politique, vous avez vos héros préférés, vous avez votre période de l'histoire préférée, vous avez vos philosophes préférés, ce ne sera pas celui de votre allié. Donc l'union, et la gauche a compris ça, la gauche est tenue certes par une mythologie qui est l'antifascisme, qui est complètement délirante, que le fascisme heureusement est mort depuis longtemps, mais la gauche sait pratiquer le programme commun. À droite, ce que Meloni a fait, elle a été capable d'opérer une forme de programme commun de réconciliation de tendances qui ne communie pas sur tout, mais qui communie sur quelque chose comme le programme politique appliqué aux circonstances historiques qui sont les nôtres. Bon. De ce point de vue, on peut dire qu'il y a eu un basculement qui s'est opéré là-bas. On verra son ampleur dans 10 ans, dans 15 ans, parce qu'on ne sait jamais en temps réel quels sont les effets d'un changement politique. Reste à voir comment en France et en Grande-Bretagne, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais ça compte, comment des pays qui, eux, jugeaient inimaginable l'avènement des populistes au pouvoir. Pourquoi? Parce que contre eux, on avait réactivé de manière très nette l'imaginaire antifasciste. Reste à voir si dans ces pays-là, les partis d'opposition, ou l'opposition populiste conservatrice sera matée, ou si elle peut l'emporter qui dans son esprit, dans l'esprit français, c'est presque une forme de restauration gaulienne. Et ce qui est important quand je parle avec le mot « mater », l'élément important, c'est que dans l'histoire du politique, vous savez, quand il y a une révolte, si le pouvoir est assez ferme, même s'il est minoritaire socialement, s'il contrôle les institutions, s'il est ferme, s'il est résolu, s'il est intransigeant, il est capable de mater une révolte, même la révolte la plus juste. Même la révolte la plus juste peut être matée. Quand une révolte est vaincue, il y a des mobilisations. Quand il y a des mobilisations, il y a privatisation des passions. C'est-à-dire, bon, on a perdu, on a échoué, on retourne dans nos vies. Puis de toute façon, la bascule historique, la bascule démographique est tellement avancée que tout est foutu. Hein, on entend ça assez souvent. Donc, il reste à voir comment ça va se jouer. La France est probablement le théâtre aujourd'hui en Europe où va se jouer en fait le destin de l'Europe. J'ajouterai une chose, nous sommes ici en ce moment à Bruxelles, mais nous sommes ici dans un territoire déjà perdu. La conquête islamiste est tellement avancée qu'elle est presque, à mon avis, irréversible, à tout le moins à Bruxelles. Ça, il faut le voir. Donc, je pense que cette espèce de tic-tac démographique, ce tic-tac idéologique, cette horloge peut servir aussi de réveil. Et justement, pour revenir sur la France, est-ce qu'on assiste à un véritable retour du populisme sur la scène politique ? Je ne sais pas trop. En fait, la France, on pourrait dire que dès le début des années 80 en France, c'est un truc qu'on a un peu oublié. Vous savez, l'opposition à l'immigration massive en France, elle est plutôt consensuelle à droite dans les années 80. Elle est même présente à gauche. Je crois, si je ne me trompe pas, Mitterrand et Rocard disent dans les 70-80, l'immigration est tellement avancée aujourd'hui, il y en a tellement, il faut stopper ça. 70 et 80. Aujourd'hui, et jusqu'au début des années 90, il y a une forme de consensus à droite, entre guillemets, dans toutes les droites, je dirais de l'UDF au FN de l'époque. Il y a un consensus pour dire que l'immigration massive est un problème et il faut la stopper.
Qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, par exemple, Alain Juppé, qui n'était pas un type d'extrême droite, comme on dit. Alain Juppé dit que l'islam est incompatible avec la République. Aujourd'hui, Alain Juppé poursuivrait probablement Alain Juppé pour avoir dit ça. Philippe Séguin, qui était le souverainiste classique, dit l'immigration zéro. Aujourd'hui, qui dirait ça encore une fois? Donc, on est dans un moment où il y a une prise de conscience. Le basculement, dans le cadre de la conférence que j'ai faite, dans le régime de 89, mondialiste et diversitaire, fait qu'on change le problème. Le problème, ce n'est plus l'immigration massive. Le problème, ce sont ceux qui ont un problème avec l'immigration massive. Et il faut dès lors les mater. Et là, à partir de là, la question de la lutte contre l'immigration massive va devenir un thème spécialisé de la droite nationale dans ses différentes incarnations. Retour à votre question, je pense que cette mouvance est moins un retour en France qu'une croissance. Ensuite, reste à voir si ce mouvement, j'y reviens parce que c'est la question, peut accéder au pouvoir, s'il est préparé, sait qu'en faire, toujours je dis dans le respect de l'esprit authentique de la démocratie libérale, ou s'il sera maté. Et ça, je ne suis pas devin, je me contente, j'ai la position privilégiée de l'observateur. Alors à présent, nous allons aborder le sujet de la liberté d'expression. Vous décrivez, vous, une tendance des élites européennes à réglementer la parole et à définir plus ou moins ce qui peut être dit. Selon vous, quelles sont les menaces concrètes pour la liberté d'expression en Europe aujourd'hui et comment ces restrictions affectent-elles le fonctionnement démocratique? Premièrement, la notion même de propos haineux est une notion trouble, à mon avis. Moi, je confesse sur ces questions une position libérale maximaliste. Pour moi, il y a deux choses qui devraient être interdites dans l'espace public, l'appel à la violence et la diffamation. Ça, absolument. Pour le reste, je suis un maximaliste. Tout devrait pouvoir être dit et on ne répond pas à un mauvais argument par une loi, on répond à un mauvais argument par un bon argument. Donc ça, c'est mon point de départ et c'est aussi mon point d'arrivée. Entre-temps, on voit tout un régime qui s'est mis en place donc, pour pénaliser, criminaliser les propos haineux. Aujourd'hui, pénaliser, criminaliser ce qu'ils appellent la désinformation, quand on constate que ce qu'ils nomment désinformation, c'est tout simplement un traitement, une interprétation de l'actualité qui n'est pas conforme à la révélation diversitaire, qui n'est pas conforme aux grandes orientations du progressisme. De la même manière, la volonté de labelliser les médias, paraîtrait qu'on parle de ça ces temps-ci, la volonté de labelliser les médias sur le mode médias d'information, médias de désinformation, d'opinion, avec cette idée qu'en fonction du label qui vous sera distribué, vous serez favorisé ou non par les algorithmes et tout ça, c'est une volonté de reprendre en main l'information, donc d'exercer un contrôle sur l'information à l'échelle de l'histoire. Et ça aussi, ça me semble absolument déterminant. C'est-à-dire cette volonté, quand le régime, c'est l'hypothèse que je fais, le régime s'est dit, nous contrôlions le débat public, tout était relativement... Il y avait des divisions, mais c'était des divisions dans le cadre d'une même idéologie. Aujourd'hui, on se dit, si on est en danger, c'est parce que trop d'informations, de faits, de figures sont émergées sur les réseaux sociaux et mettent en danger notre hégémonie, parce que notre hégémonie politique reposait sur notre hégémonie médiatique. Donc là, il y a la volonté de reprendre le contrôle du récit médiatique légitime, et c'est le cœur de nos débats aujourd'hui. Alors pour terminer cette interview, Monsieur Boccoté, face à ce que l'on peut qualifier de système de censure, quelle stratégie un État ou une société peuvent-ils mettre en place pour protéger la liberté d'expression et garantir finalement que les voix patriotiques ou dissidentes puissent toutes se faire entendre? Ah mais j'irai plus loin, cher ami. Les voix patriotiques, mais les voix antipatriotiques, les voix conservatrices, mais les voix progressistes, les voix libérales, mais les voix socialistes. Moi, je suis, en ces matières, je l'ai dit, mon souci, ce n'est pas d'assurer la liberté des voix patriotiques. Mon souci, c'est d'assurer la liberté de toutes les voix, quelles qu'elles soient. Et de ce point de vue, je ne cherche pas, autrement dit, à remplacer les dogmes présents par mes propres dogmes. Ça, ce serait le pire. Si la droite avait cette tentation, je la combattrais avec autant d'énergie que la gauche. Ensuite, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Donc, l'enjeu pour moi, si la solution pour le pouvoir, c'est de faire tomber les lois liberticides, tout simplement. En matière de liberté d'expression, restaurer une liberté d'expression véritable, intégrale. Dans le cas des associations, ça c'est autre chose, c'est avoir suffisamment de courage pour être capable de tenir tête quand vous savez, le nombre de gens qu'on rencontre, ce que je disais dans la conférence, qui disent une chose et en pensent une autre. Vous savez, la dissidence est une question de courage ordinaire. Et ça, quelquefois, le courage de dire que 2 plus 2 égale 4, c'est quelquefois immense. Mais c'est compliqué. Donc, le courage pour les individus et pour les associations ou les mouvements politiques, patriotiques, ou appelez-les comme vous voulez, c'est de placer la question de la liberté d'expression au cœur de leur programme. Ça doit être une question fondamentale. On défend nos identités, on défend nos libertés, et on ne peut pas... Moi, je pense que
si on a une forme de patriotisme de civilisation aujourd'hui, c'est à la fois la défense de nos identités nationales, notre identité civilisationnelle, mais de nos libertés aussi. D'abord, liberté de parole, d'expression, parce que c'est la plus fondamentale. Liberté économique aussi, mais ça, encore une fois, je veux pas empiéter. Je veux pas que mon programme libéral empiète sur le programme des autres, mais je pense qu'il faut défendre ces deux dimensions-là tout à la fois, et que ce n'est pas l'affaire d'un seul parti, ça devrait être l'affaire de tous ceux qui se revendiquent de ce patriotisme essentiel. Merci beaucoup, M. Boccoté, pour cette interview. Merci à vous.